Bonjour à toutes et tous. Vous savez, pour vraiment saisir la force d'une grande œuvre, parfois il faut regarder dans les marges. C'est précisément là, dans une petite note d'éditeur, que Victor Hugo a dissimulé une des clés de son combat le plus acharné. Alors partons ensemble à la découverte de ce fascinant tour de passe-passe littéraire. Et voilà, voici l'indice qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Cette petite phrase qu'on trouve dans les premières éditions du Dernier jour d'un condamné, elle ne décrit pas un passage du roman, non, elle décrit un objet bien matériel, soi-disant réel, et on prend bien soin de nous dire ce que la reproduction, elle, ne peut pas nous montrer. La question est évidente, mais pourquoi un tel détail? À quoi ça sert? Le point de départ de notre petite enquête, c'est donc cette fameuse note. C'est une véritable anomalie, si on y pense, au début de ce qui est l'un des plaidoyers les plus puissants de Victor Hugo contre la peine de mort. On pourrait se dire, c'est une petite coquetterie d'éditeur, une anecdote pour les passionnés de vieux livres. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? Ou est-ce que c'est une pièce maîtresse de la grande machine argumentative de Hugo? En répondant à cette question, on ne va pas juste résoudre une petite énigme, on va surtout toucher du doigt le génie de l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? On nous explique que l'éditeur aurait trouvé, au milieu des feuillets rédigés par le condamné, une chanson populaire, une sorte de complainte en argot, et il nous la donnerait à lire en fac-similé, c'est-à-dire en copie conforme. On a donc là les trois piliers de l'illusion, une chanson, une copie et les papiers du personnage principal. Bon, cette chanson, la première pièce de notre puzzle, qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour qu'on la mette en scène avec autant de soin? Il faut bien comprendre ce que c'est. Une chanson d'argot à l'époque de Hugo. Ce n'est pas de la poésie raffinée qu'on lirait dans un salon, non, c'est un document brut, un morceau de la langue des bas-fonds, le langage d'un monde qui a ses propres codes, sa propre violence. En plaçant cet élément dans son roman, Hugo fait plus que raconter une histoire, il ancre sa fiction dans la réalité sociale la plus crue qui soit. Et ce qui est absolument génial, c'est la généalogie qu'on donne à ce document. La note nous explique que ce n'est pas une simple feuille. C'est un objet qui a une histoire, un vécu. D'abord, il y a un auteur anonyme qui l'a créé, ensuite un copiste de prison, un calligraphe de la geôle qui l'a retranscrit, et enfin le condamné lui-même qui se l'approprie, qui la note, qui la complète. Cette accumulation de couches, c'est la première étape pour nous faire croire que tout ça est bien réel. On arrive maintenant au cœur de la stratégie de Hugo. Pourquoi un tel luxe de détails sur l'origine de ce papier? Quel est le but de cette manœuvre qui, avouons-le, est assez complexe? Cette question, elle est cruciale. La distinction entre l'écriture du copiste et celle du condamné, ce n'est pas anodin du tout. C'est une technique redoutable pour construire une authenticité presque scientifique, comme si un expert en graphologie analysait une pièce à conviction pour un tribunal. La note va même jusqu'à décortiquer qui a écrit quoi. Le calligraphe, c'est le texte principal. Le condamné, ce sont les annotations pour expliquer l'argot, et un ajout personnel à la fin. Cette séparation méticuleuse, ça donne au document une vie propre, une histoire. Il n'a pas été créé pour nous, les lecteurs. Il existait avant. Il a simplement été trouvé. Et ça change tout. Et voilà le mot-clé, la vraisemblance. Hugo ne se contente pas d'écrire une fiction, il fabrique un artefact. Il veut donner à son texte non pas le poids d'une histoire inventée, mais la force d'un témoignage, quelque chose d'irréfutable. Mais le plus fort, peut-être, c'est que Hugo ne s'arrête pas au contenu, au texte. Il va plus loin. Il nous fait presque toucher la matérialité de l'objet, sa substance physique. Revenons à cette phrase du début. C'est un vrai coup de génie. L'éditeur nous perd de ce que l'imprimerie est incapable de faire, de son échec à tout reproduire, et c'est justement en nous montrant les limites de la copie qu'il nous convainc de la réalité de l'original. C'est un paradoxe brillant. Et regardez-moi ces adjectifs. Chacun est une touche de réalisme incroyable. Jaune pour le temps qui a passé, sordide pour la misère, la saleté de la prison, et rompu à ses plis pour l'usure d'un objet précieux qui a été lu et relu, plié, déplié, caché. Avec ces trois mots, une simple feuille de papier imaginaire se transforme en une véritable relique. Bon, maintenant assemblons toutes les pièces de notre puzzle. Quelle est la finalité de cette construction si savante? Quel est le grand projet de Victor Hugo derrière tout ça? Voilà la thèse centrale. Cette note d'éditeur, c'est un dispositif stratégique qui change complètement notre contrat de lecture. On ne lit plus une fiction, on lit la publication d'un document authentique, un journal intime qui aurait été arraché à la réalité la plus terrible. Ce tableau résume parfaitement cette mécanique implacable. D'un côté, on a la technique, l'histoire du document, sa description physique, le format même de la note. Et de l'autre, le but. Tout, absolument tout, converge vers un seul objectif. Construire une argumentation, non pas par l'imagination, mais par une puissante illusion du réel. Et c'est ça l'impact final. En brouillant la frontière entre le vrai et le faux, Hugo nous fait complètement changer de rôle. On n'est plus de simples lecteurs, on devient des jurés. Le roman se transforme en pièce à conviction. Et c'est à nous de juger. Pas le condamné, non, mais le système qui l'envoie à la mort.
Et c'est la question que cette note nous laisse en héritage. Elle nous montre qu'un immense auteur ne fait pas que raconter une histoire. Il construit une expérience, une véritable machine à convaincre, où chaque détail, même le plus infime, est mis au service d'un combat. C'est peut-être là une des plus grandes leçons sur le pouvoir de la littérature.